Formidable, vous avez tous tenu le temps. C'est-à-dire 3 fois 15 minutes, ça fait 45 minutes. Et donc il reste 15 minutes pour la discussion. Je vous propose de faire 3 fois 5 minutes. En commençant par ordre chronologique, par les questions adressées à Monsieur Decousserre. Et oui, ici, c'est son et lumière. C'est normal, c'est parce qu'ici, c'est la nouvelle faculté de médecine. De l'autre côté de la rue, c'est la vieille faculté de médecine. Ils n'ont pas tout ça, mais ici, c'est moderne. Vous voyez? Question pour Monsieur Decousserre. Vous vouliez poser une question? Eh bien non. Vous vouliez poser une question, pardon? Oui. On va vous donner Non, on commence par Monsieur Decousserre. C'est-à-dire, je suis désolé d'être sévère, mais si on va essayer de faire dans l'ordre. Si ça ne marche pas, on fera autrement. C'est-à-dire les questions posées par difficultés par les bactéries multirésistantes, leur prévention, etc. Tout en haut, allée centrale. Bonjour. Vous nous avez dit que les patients qui étaient porteurs de BMR étaient plus à risque d'infection lors des ISO. Est-ce qu'ils sont plus à risque de leurs propres germes, BMR, ou d'autres germes? Et si c'est d'autres germes, est-ce que vous savez leur profil de résistance? Le concept, donc, c'est que lorsqu'un patient est porteur de BMR, il fera plus d'infections que le même patient avec la même, par exemple, entérobactérie, mais non multirésistante. L'explication de tout ça n'est pas très claire. On imagine qu'un patient qui est porteur de BMR a déjà un microbiote un peu modifié, parce que l'un des facteurs de risque d'être porteur de BMR, c'est d'avoir pris des antibiotiques, et que cette modification du microbiote pourrait entraîner plus facilement des infections. Donc voilà, l'idée c'est un patient porteur de BMR, par exemple d'une entérobactérie BLSE, fera plus d'infections que le même patient avec une entérobactérie non BLSE, ce qui normalement, enfin, c'est pas très logique, notamment si on écarte les problèmes d'antibioprophylaxie et de choses comme ça. C'est que globalement, ce n'est pas les mêmes patients. Les patients porteurs de BMR sont déjà des patients qui ont eu un microbiote. Alors on met beaucoup de choses sur le dos du microbiote en ce moment, mais ça pourrait être ça. C'est déjà la présence d'une BMR, c'est déjà. Après, on peut discuter du type de BMR, les Escherichia coli versus les Klebsiella ou les entérobactères. Mais si vous êtes porteur d'une Klebsiella BLSE, c'est déjà, vous avez probablement été en contact avec l'hôpital, avec les antibiotiques, et que votre microbiote est déjà perturbé. Et le microbiote est quand même probablement quelque chose qui joue sur la capacité de notre organisme à empêcher les translocations digestives, à empêcher la prolifération d'autres bactéries, peut-être plus pathogènes que nos bactéries standards, qui vont, elles, être à l'origine d'infections. Et puis il y a aussi des risques dans les risques de portage de BMR, il y a ce qui est le fond de polypathologie du malade. Ce sont des facteurs mineurs, mais enfin, diabète, hypertension, etc., on le retrouve comme facteur de risque dans les enquêtes BMR versus non BMR. Ce qui rajoute en plus, comme vous avez très bien dit, ce n'est pas les mêmes malades. Concernant le portage de BMR en urologie, on a regardé dans certaines populations qui avaient certaines interventions, ça ne sort pas du tout. Donc il faut faire attention de ne pas dire à l'ensemble de la communauté présente qu'il faut faire des prélèvements aux gens qui sont suspects d'être porteurs de BMR. C'est risqué parce que s'il n'y a pas besoin de faire de prélèvement, quelqu'un de très bien intentionné va le traiter alors qu'il ne faudrait peut-être pas. Vous voyez, donc peut-être qu'il faudrait regarder vraiment de façon spécifique sur chacune des populations ciblées. Je vais vous donner un exemple, cystoscopie en urologie, portage de BMR, pas plus d'infection. Et puis il y a plein d'interventions comme ça, il faut peut-être regarder seulement ceux qui ont besoin d'un prélèvement potentiel, et là je serais assez d'accord. Sur les BLSE, on avait refait un tour de littérature, alors il date peut-être 18 mois maintenant au moment des RFE. La seule chirurgie pour laquelle il y a un niveau de preuve un peu correct, c'est la chirurgie colorectale. Et là, c'est pour ça qu'il faut le dépister et éventuellement adapter. Il y a eu un signal en transplantation hépatique, mais il y a une étude monocentrique. Et pour tout le reste aujourd'hui, la chirurgie thoracique, la chirurgie urologique, pas pour le SARM, mais pour le BLSE,
ça ne sert à rien de dépister. Et si tant est qu'un malade est porteur, parce que vous savez qu'il y a 6 mois il sort de verre et il était porteur, vous n'adaptez pas votre antibioprophylaxie. Or, chirurgie colorectale et peut-être transplantation hépatique, mais bon, c'est un peu plus confidentiel. Et la barrière des 10% de patients porteurs, c'est dans le cas de la chirurgie colorectale. Hein. Et ça, pas beaucoup de gens ont les chiffres parce qu'on ne fait pas, enfin, jusqu'au recours de la SFAR, on ne faisait pas de dépistage systématique chez cette population-là. Globalement, le portage de BLSE, c'est quand même très majoritairement des Escherichia coli. Très majoritairement des Escherichia coli. Or, Escherichia coli, comme ça a été dit, Escherichia coli et céfoxytine, Escherichia coli BLSE et céfoxytine, la céfoxytine, la plupart du temps, marche. Donc, si demain on a 10% par exemple, de portage de cloaqués BLSE, là on pourra se poser la question de dépister les patients pour trouver le patient porteur de cloaqués BLSE et d'adapter. Là aujourd'hui, on n'a pas 10% des gens porteurs de BLSE résistantes à l'antibiothérapie de première intention, qui reste quand même assez souvent la céfoxytine. On peut se poser la question du dépistage. Bon, j'avais une question en même temps à Jean Vinoc et à Marc Garnier sur le seuil de 10%, parce que ce seuil est déterminé de façon un peu arbitraire. Prenons les patients qui arrivent de chez eux pour une chirurgie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, le risque d'être porteur, et on sait qu'il est à peu près de 5% dans la population générale, à peu près. Le taux de cystite à BLSE, par exemple, à coli BLSE, est de 3,5% dans la population générale. Donc, là, on peut se poser la question de la pertinence de dépister quand on est largement en dessous de 10%. Si en revanche, vous prenez un patient qui est depuis quelques jours à l'hôpital, à plus forte raison s'il a des antibiotiques, la prévalence va être probablement beaucoup plus que 10%. Dans mon hôpital, il y a quelques années, on avait une prévalence de portage de BLSE de 15% chez nos patients. Voilà. Et c'est sans doute pas très différent dans beaucoup d'hôpitaux, en tout cas de la région parisienne. Donc ce seuil de 10%, je trouve qu'il est un peu troublant, parce que finalement, les patients qui viennent du domicile, ils n'ont jamais 10%, sauf ceux peut-être qui ont pris des antibiotiques dans les 3 à 6 mois précédents. Donc est-ce que vous pouvez commenter autour de ce seuil de 10%? C'est la SFAR qui a marqué. On va dire qu'il a été posé. Alors c'est moi. Alors si c'est la SFAR, c'est moi. Alors pourquoi 10% Parce que c'est le seuil de l'OMS qui définit une population une incidence élevée de BLSE. Alors pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'ont montré les études, et le calcul avait été fait, je suis passé vite parce que j'avais 5 minutes de moins que ce que je pensais, sur l'étude de CID. En fait, ils ont fait un calcul à partir de combien de patients dépistés et à partir de combien de patients pour lesquels vous adaptez l'antibioprophylaxie, vous évitez une ISO. Et en fait, plus votre incidence ou votre prévalence, une prévalence en l'occurrence dans votre population est élevée, plus c'est rentable. Et donc en fait, c'est un continuum. C'est-à-dire que si vous avez 9,8 et que vous y croyez, faites-le, quoi. Et si vous avez 10,1 et que vous y croyez pas, à la limite, peut-être ne le faites pas. Le 10%, il a fallu qu'on mette quelque chose de pratique. Donc on a pris un chiffre, et le chiffre on ne l'a pas inventé, c'est le chiffre que l'OMS définit comme étant un taux élevé de BLSE. Est-ce qu'on n'y arrive pas? Moi, alors là, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous pour la simple et bonne raison. Encore une fois, moi j'ai travaillé dans Paris-Est pendant 15 ans, avec des incidences, à l'hôpital Tenon, des incidences comme dans les autres centres parisiens, en réanimation de 15%. Voilà. Je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'avais fait pas mal d'infectiologie en réanimation, j'étais content, la vache, pas une BLSE en 6 mois, quoi. Moi, je voulais faire du céphidérocol, des trucs comme ça. On n'en a jamais fait en 3 ans. On a fait, j'étais un peu obligé, le dépistage dans une population donc de patients de la région Auvergne. Pas très migrants, pas très tout ça. 12%. En ville. Les patients qui arrivent le jour de leur chirurgie, écouvillon, 12%. Et c'est parce que je pense que ce n'est pas les mêmes malades. Ils ont un cancer. Ils ont donc déjà fréquenté peut-être l'hôpital, peut-être le docteur, ils ont des facteurs peut-être de dysbiose du fait du cancer. C'est mon hypothèse, parce que sinon, vraiment pour le coup, à l'entrée en réa du malade qui vient de chez lui parce qu'il est tombé avec le SAMU, c'est pas 12, mais chez la population de chirurgie carcinologique colorectale, c'est 12. Donc peut-être, faites-le, vous allez peut-être avoir des surprises. Et moi, je serais très content si on mettait en réseau ces chiffres. Est-ce que c'est vraiment nous l'épiphénomène, ou est-ce qu'on va se rendre compte que chez les patients opérés de chirurgie colorectale carcinologique, c'est un facteur de risque et qu'on est à plus? On sera peut-être surpris, mais bon, c'est N égale 1, Clermont-Ferrand. Le problème, c'est l'hétérogénéité des populations. Là, je vous ai mis quelques chiffres français. Donc, il y avait l'étude que Jean-Christophe cite, celle qui a été faite à Bichat par Sarah Jolivet, où on avait un portage de BLSE de 17%. D'autres collègues avaient fait dans un réseau d'hôpitaux en Ile-de-France aussi
une étude où ils montraient un portage de 17% avec des grosses variations. J'allais dire, le pourcentage de patients porteurs, je dis de BLSE, parce qu'après il y a le problème CODI versus pas CODI, c'est quelque chose d'extrêmement variable. Je ne sais pas si on pourra avoir un chiffre. C'est comme on me dit, quelle est la résistance au fluoroquinone chez Escherichia coli? Ça ne veut rien dire. Il y a l'infection urinaire de la femme jeune, l'infection urinaire de la femme jeune qui fait des infections récidivantes, il y a l'infection, la prostatite chez l'homme, il y a l'infection chez la personne âgée. Et vous allez voir les taux de résistance qui vont augmenter de moins de 5% à plus de 20%. Donc, c'est difficile de définir d'un point de vue populationnel un taux de portage de bactéries multirésistantes. Je pense plus à une analyse individuelle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en tant que microbiologiste, identifier le portage de BLSE, ce n'est pas si simple que ça. Hein. La méthode de référence, personne ne l'a fait. La méthode de référence, c'est un enrichissement en bouillon, puis un repiquage sur milieu sélectif. Personne ne fait ça. Tout le monde fait un coup d'écouvillonnage et une boîte. Rien qu'en faisant ça, vous passez à côté de 20% des patients. Et c'est un peu tout le problème du dépistage, pareil, de Staph aureus, qu'on voulait dépister 30 jours avant l'intervention chirurgicale. Et on se rendait compte qu'à 30 jours, on avait des gens qui étaient porteurs et qui après, ils n'étaient plus lors de l'intervention, qui n'étaient pas porteurs à 30 jours et qui devenaient porteurs, qui redevenaient porteurs le jour de l'intervention. C'est quand même très compliqué, je crois. Très compliqué d'avoir la réponse. Est-ce que ce patient est porteur ou pas? C'est pas si simple que ça. Peut-on rajouter quand même que si le taux est très élevé, il faut peut-être s'occuper de contrôler l'épidémie? C'est très bien d'adapter l'antibioprophylaxie, etc. Mais enfin, les malades viennent de quelque part. Si votre flux de malades avec un fort portage de bactéries multirésistantes vous embête, il faut quand même vous occuper de l'amont. Les gens qui s'en occupent en amont, peut-être qu'ils s'en occupent. Ça se maîtrise, hein, les épidémies. Je vous assure qu'on sait comment faire. Hein. C'est ennuyeux, ça prend du temps, c'est pas promotionnel, etc. Mais enfin, on sait comment il faut contrecarrer une épidémie de bactéries multirésistantes. C'est dans tous les livres. Je voudrais juste rebondir sur le SARM. Quand notamment à Bicêtre, là où je travaille, quand on a revu tous les protocoles d'antibioprophylaxie pour les adapter localement, à partir des RFE de l'ASFAR, on a considéré que la cotisation à SARM ne devait pas faire changer l'antibioprophylaxie, notamment pour la chirurgie orthopédique. Alors on n'a pas de chirurgie cardiaque. En orthopédie, on a dit qu'on ne dépistait pas et qu'on ne modifiait pas l'antibioprophylaxie. Si je ne me trompe pas, dans les RFE, il n'y a pas de chapitre spécifiquement dédié au SARM. Alors la question s'est posée, ça a été dit ce matin, je crois, mais en fait, le fait de le prendre en compte ou de le traiter ne change pas le taux d'ISO après orthopédie. Au jour d'aujourd'hui, il y avait des données plus anciennes qui montraient que oui, mais en fait aujourd'hui, a priori, non. Donc voilà. Et en chirurgie cardiaque, ça a été réglé avec la Société de chirurgie cardiaque dans des RFE, pas spécifiquement dédiés à l'antiboprophylaxie, mais à la chirurgie cardiaque qui doit dater d'il y a 3 ans. En fait, on dépiste plus parce qu'on décolonise tout le monde. Mupirocine 5 jours avant, tout le monde. Donc comme ça, il y avait aussi toute cette question de la technique, du site, du faux négatif et tout. Donc pour faire simple, on décolonise tout le monde et donc on considère qu'ils sont décolonisés et donc on n'a plus besoin de le couvrir puisqu'on considère qu'ils sont décolonisés. Et puis c'est actif sur le staphylocoque sensible. Voilà. Qui donne aussi des infections. De mémoire, ce ne sont pas les recommandations européennes hein, qui, elles, s'intéressent au SARM et demandent un dépistage et l'adaptation de l'antibioprophylaxie. Une petite question. Monsieur Astagno. Oui, juste une petite question. Je voudrais juste changer un peu le sujet sur l'antibiothérapie ou la prolongation de l'antibioprophylaxie, plus exactement, au-delà de ce qui est recommandé. On a analysé les données de l'enquête, la dernière enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins, et on a constaté dans l'estimation qu'on avait, si mes souvenirs sont bons, plus d'un tiers des patients pour lesquels l'antibiothérapie était prolongée au-delà de 48 heures. Et on a pris 48 heures, on n'a même pas pris 24 heures. Ce qui est donc énorme. Chiffre concordant, ce qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Europe, puisque cette enquête a aussi été faite par le CDC dans d'autres pays. Bon, c'est quand même un sujet. Alors la question est de savoir, je m'adresse plus directement à Pierre-Étienne Leblanc, comment vous avez listé un certain nombre de freins possibles à cette compréhension qu'il ne faut pas prolonger l'antibioprophylaxie, sinon ça s'appelle une antibiothérapie, et dans des indications précises.
comment faire, quels sont les leviers ou un ou deux leviers qu'on pourrait essayer d'actionner, je veux dire, plus en priorité pour essayer de faire comprendre qu'il ne faut pas prolonger l'antibioprophylaxie au-delà du délai recommandé. Écoutez, je pense qu'il y a deux volets. Il y a la contrainte, c'est-à-dire que la pharmacie arrête de délivrer les antibiotiques dans le contexte du post-opératoire. Et bon, c'est compliqué à organiser, je pense, c'est pas très confraternel, enfin, je pense pas qu'il faille faire comme ça. Et après, il y a l'enseignement, et donc notamment l'enseignement des internes de chirurgie, où, alors, on a essayé, nous, à Bicêtre, pendant 2-3 ans, à chaque promotion d'interne, de les prendre pendant une journée. On demandait aux chirurgiens de les libérer pour une journée, et on leur faisait un peu toute une journée autour de la prise en charge péri-opératoire de leurs patients, dont notamment la gestion de l'antibioprophylaxie. Bon, après, ça touchait tous les autres côtés pratiques du péri-opératoire, l'anticoagulation, etc. Mais il y avait une session spécifiquement dédiée à l'antibioprophylaxie dans le cadre du post-opératoire. Bon, ça n'a pas très bien marché. J'ai pas tellement d'autres idées pour essayer d'améliorer les pratiques. Mes collègues chirurgiens, notamment les plus anciens à Bicêtre, voilà, c'est eux qui ont dit les phrases que je vous ai citées, qui sont assez choquantes, hein, il faut bien le dire, surtout qu'encore une fois, ça ferme la discussion, après on ne peut plus discuter. Les plus jeunes sont beaucoup plus accessibles à la discussion, et notamment font confiance, c'est vraiment ça, il faut confiance, donc c'est plus facile de travailler avec eux. Voilà, peut-être un changement de paradigme à un moment ou à un autre. Mais j'ai pas tellement d'autres idées. Peut-être. Mais c'est pas facile à mettre en place. Dernière question, puisqu'après c'est la fin de la session. C'est juste une remarque pour compléter la question de Pascal. En fait, c'est vraiment du vécu, là, votre diapo, là. J'ai bien reconnu les choses. Mais en fait, il y a aussi le qui fait quoi. Parce qu'il n'y a pas que pour l'antibiothérapie curative qu'il y a des problèmes. Quand on ne sait pas qui retire le tuyau, qui arrête le jeûne, réalimente le malade, etc., et c'est sûr que les problèmes arrivent. Et donc, dans ce domaine de l'antibiothérapie curative, on a vraiment besoin qu'il y ait entre nous, les anesthésistes et les chirurgiens, un qui fait quoi. Alors, ça peut être les chirurgiens dans tel service qui vont gérer ce côté-là. Ça peut également être les anesthésistes. Moi, personnellement, je trouve que les anesthésistes, en général, sont mieux armés que les chirurgiens, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, parce que peut-être il y a des chirurgiens intéressés. Mais il faut au moins qu'il y ait un qui fait quoi. Et moi, j'ai travaillé dans le public et dans le privé. Et dans le public, la question se pose moins. Mais en privé, on a très bien réussi à travailler entre nous. On a tous intérêt à savoir qui fait quoi. Et je pense que et comme ça, c'est pas le bazar et il y a moins de problèmes. Ça marche. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à impliquer aussi les infectiologues et les équipes mobiles d'infectiologie qui vont vous aider et peut-être vous dédonner. Il faudrait peut-être qu'on travaille aussi avec le SPICNIC pour savoir pourquoi c'est prolongé, les raisons. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pensées magiques. Hein. J'ai encore la semaine dernière un chirurgien qui m'a dit cette plaque ombilicale là sur une hernie elle était vraiment très dure, mais 48 heures. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il se rassure en faisant ça. Et moi, je finirais juste. Tu as cité Marc Léon, donc, qui est le PUPH d'anesthésie à Marseille, qui avait coordonné avec moi les recommandations. On est en train d'essayer de publier une étude qu'il a fait en multicentrique à Marseille pour vous montrer à quel point ce que nous a présenté le docteur Leblanc est important. C'est une étude où il a regardé plus de 350 dossiers d'administration d'antibiotiques post-opératoires, toutes causes confondues, toutes chirurgies confondues, de l'urologie, du viscéral. Et à l'aide de panels d'experts en aveugle, il a regardé si ça suivait les recommandations sur l'indication de l'antibiothérapie, le spectre de la molécule et la durée. Le principal résultat de cette étude, alors c'est purement rétrospectif, c'est exploratoire, mais c'est que quand vous avez une antibiothérapie post-opératoire, alors le chiffre c'est à peu près 30% d'adhésion, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, on va peut-être plus s'attendre à moins, donc c'est peut-être pas mal 30%, c'est-à-dire que dans 2 tiers des cas, c'était au moins sur un des 3 aspects pas nécessaire. Mais c'est le fait d'avoir une antibiothérapie non adaptée sur un de ces 3 aspects est associé à une surmorbidité des malades. Et ça se traduit par de la durée de séjour plus longue. Voilà. Donc c'est pas une innocuité totale, les antibiotiques. Je pense qu'il devrait y avoir une culture de la référence à quelqu'un qui sait. Et donc c'est les réseaux d'antibiothérapie. Et je pense que qui que ce soit, même à partir des plus jeunes, et je pense au moment où on les forme, les informe au moins, je pense que chacun devrait avoir le réflexe de ne pas prescrire soi-même et s'il n'est pas au niveau,
Et il y a de quoi, normalement maintenant, disponible dans tous les établissements, un membre de l'équipe d'antibiothérapie et avoir la culture de faire référence à cette équipe. Équipe mobile d'antibiothérapie. Bon, cette session est terminée et nous remercions les collègues.